Bonjour et bienvenue à tous pour ce 4e épisode de 24, le podcast réalisé par les membres de 24 Seconds, le forum de basket USA. Ici Gugur, très content de vous retrouver et puis je suis en compagnie pour ce 4e épisode aujourd'hui de Xarfios, comment tu vas ? Toujours content d'être là. Eh ben ça fait plaisir, cette joie intense au micro. Et puis nous avons aussi un petit nouveau aujourd'hui qui nous rejoint, le fan numéro 1 FR, particulièrement parce qu'il est le seul sûrement des Grizzlies. Red, comment tu vas ? Direct. Ah bah c'est comme ça ici, c'est comme ça, il n'y a pas de repos. Aujourd'hui du coup pour ce podcast on va parler des équipes qui d'après nous pourraient être les bonnes surprises de l'an prochain. Pas forcément les équipes qui n'étaient pas en play-off et qui vont passer les play-offs, mais celles qui dépasseront les attentes établies par la majorité. Et pour ce faire, on va faire un tour de table. Exarf, je te laisse commencer. Moi du coup je vais parler d'Oklahoma City. Alors pour le coup, je pense pas qu'ils fassent mieux que l'an dernier parce que j'ai quand même un peu de mal à les imaginer retourner en play-off. Mais j'ai regardé un peu ce qui se dit sur l'équipe et notamment le sujet pronostic sur le forum. Et j'étais surpris des places auxquelles je les ai vus. Souvent 13e, 14e, même plusieurs fois dernier de la conférence Ouest. Moi ça m'a beaucoup étonné parce que je pense qu'ils ont quand même moyen de bien emmerder pas mal d'équipes et de bien figurer même dans une conférence Ouest qui est injouable et qui peuvent faire des choses. Bon, ils vont avoir un souci, c'est qu'ils ont une rotation très courte et des joueurs majeurs qui ont tendance à manquer pas mal de matchs. Mais si ça tient, je pense que ça a du beau potentiel. Bon, après, il y a aussi une autre chose qu'il faudra vérifier, c'est si Preston ne bouge pas en cours d'année, parce que ça, évidemment, ça peut tout changer. S'ils trade Adams ou Chris Paul, bon, évidemment, c'est plus la même équipe. Mais si ça reste en l'état, c'est une équipe qui va avoir une grosse défense, je pense. Ils ont des très bons défenseurs individuels, avec Adams à l'intérieur qui va gérer, et aux alentours Paul qui est, même si avec une baisse physique, très intelligent et qui reste, je pense, un bon défenseur, surtout en saison régulière. Shea qui, malgré son âge, est aussi très bon. Ferguson va faire le boulot, c'est peut-être Gallinari un peu le point faible, il va y avoir le retour d'André Robertson. En plus, c'est quand même le point fort de Donovan, la défense, donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de souci. Il y a à la fois les capacités individuelles et le coaching collectif et l'intelligence collective pour faire le boulot. Et je pense qu'en attaque, autour du duo de pick and roll Chris Paul, Steven Adams qui va faire un tabac à mon avis, autour de ça, il y a moyen de bien figurer. Gallinari est quand même un attaquant très complet autour duquel tu peux faire des choses. Tu as 2 porteurs de balles, un spacing qui va s'être amélioré par rapport à l'année dernière. Pas compliqué. Un pivot qui prend de la place à l'intérieur. Je pense que ça va faire des choses vraiment intéressantes. Ouais, je te rejoins là-dessus. Pour dire un petit mot sur Chris Paul, à mon avis, il aurait, en restant à Houston, fait une meilleure saison que l'année dernière. Je pense qu'il a eu un peu de mal à s'adapter à sa baisse physique et qu'avec une saison pour le digérer, il allait mieux s'en sortir. Alors là, en plus, je pense que c'est quand même un joueur qui, à mon avis, a une belle fierté. Et le fait de s'être fait trader, je sens la belle saison de Chris Paul. Ça se trouve, je l'ai complètement planté, mais je parierais bien dessus. En plus, il a des joueurs qui, à mon avis, sont complémentaires de lui. Il a un pivot avec qui il risque de très bien s'entendre. C'est quand même le joueur parfait pour trouver son pivot. Et Adam, c'est un modèle de placement, un modèle d'écran. Donc, à mon avis, c'est un duo qui va fonctionner. Autour de lui, il va y avoir du spacing, du shoot. Il va y avoir la place pour opérer, pour faire fonctionner le tout. Je pense que ça va être bien, ouais. Il y a aussi un petit mot sur Donovan, qu'on a beaucoup critiqué depuis son arrivée, mais qui, à mon avis, pourrait être libéré par, au final, le départ de Westbrook, déjà, qui, l'air de rien, obligeait un certain plan de jeu, obligeait un comportement aussi. Et je serais pas étonné qu'on voit un Donovan différent et qu'on pense qu'il y a step up, alors que non, c'est juste qu'il peut enfin coacher à sa manière. Il y a des joueurs comme ça. Voilà, ouais. Il y a des joueurs comme ça qui t'obligent effectivement à suivre un plan particulier. Et puis, comme on disait sur Westbrook plusieurs fois, c'est que Russell Westbrook, si tu lui mets pas des shooters autour de lui, ça sert à rien, quoi. C'est très très compliqué. Donc ça s'est très mal passé pour Donovan. Et finalement, on a vu la même chose qu'avec Brooks. Après, c'est un coach qui a fait des très belles années universitaires, particulièrement à Florida. C'est celui qui est le responsable du back-to-back de Florida avec Horford et Noah, entre autres. Donc on peut s'attendre à un basket plus académique potentiellement. Et comme tu dis, le spacing d'Oklahoma va être très intéressant avec un Gallo qui va pouvoir jouer vraiment sans ballon. Et sans ballon, c'est une tuerie Gallinari, quoi. C'est un des mecs les plus efficaces de la NBA quand il est en catch and shoot. Je pense que leur 5 a à la fois le talent et la complémentarité et du coup va être très performant. Le problème c'est plus la rotation à mon avis où ils ont Schroeder qui
a des défauts, mais comme backup meneur, t'es content. Noël, en pivot, c'est un peu le même délire. Il a des défauts, mais je pense quand même que c'est quelque chose de bien. Il a rempli Entre Noël? les deux, c'est très léger. Il me semble que Noël a prolongé d'un an, oui. Ouais, c'est possible. Je vais regarder, c'est possible. Après, du coup, comme tu disais, t'as Robertson qui est revenu. Et puis t'as leur rookie là qui a un poste 4 qui peut un petit peu créer du jeu avec un peu de passing game. Donc effectivement t'as une rotation plutôt courte. Mais t'as un stack majeur vraiment intéressant. Et comme toi, je les vois pas du tout bottom de la conférence, quoi. Franchement, je les Ça vois. va dépendre des blessures. S'il y a des blessés, ils peuvent clairement chuter. Si Chris Paul manque 40 Ah, matchs, si je Chris serais pas Paul, ouais. étonné de les voir 12, 13e, 14e dans une conférence ouest comme ça. Si tout le monde est là et joue, à mon avis, ils peuvent carrément se battre pour les playoffs. Je dis pas qu'ils vont y être, mais ils vont emmerder des gens. Je les vois pas gagner 20 matchs. Hein. Ouais, toi arrête, t'en penses quoi? Transfert de Steven Adams. Vous croyez pas au transfert de Steven Adams en début d'année prochaine? Il est compliqué à bouger. Pour le coup, il finirait vraiment 15e. Hein. Alors moi, je vois Adams et Schroeder, je les vois pas du tout finir la saison. Je les vois vraiment 15e de l'Ouest assez facile. Schroeder va rester, je pense, parce que avec son salaire, pour le trader, à mon avis, il faut lui attacher quelque chose. Ouais, c'est possible. C'est possible. Moi, franchement, Steven Adams, je le vois pas partir à cause du contrat. Je vois pas quelle équipe, en fait, craquerait sur un Steven Adams l'année prochaine. Disons, une équipe comme Boston pourrait être intéressée, on en a pas mal parlé, mais ouais, c'est compliqué de trouver quoi envoyer sans non plus s'affaiblir, de manière à ce que l'arrivée d'Adams continue à avoir du sens. C'est pas facile. Moi, je pense aussi qu'il va le garder au moins un an. Après, on verra. Hein. Comme dit, avec Presti, on peut s'attendre à tout. Ah, c'est clair que c'est un TGM, là, tu sais pas pourquoi, il a rien, et hop, là, t'as un effectif en or ou justement plus rien du tout, donc bon, il a quand même réussi à, je ramène toujours la pomme aux Bulls, hein, mais à transformer Cameron Payne en Doug McDermott et Taj Gibson, tu vois, donc c'est pas trop mal joué, quoi. Ok, bah du coup, je pense que pour OKC, on en a pas mal parlé. Et qu'on va pouvoir enchaîner sur la deuxième équipe. Du coup, Red, c'est quoi ton choix, toi, de ta bonne surprise de l'année prochaine? Ça, comme vous vous en doutez, ça va être les Grizzlies, hein, parce que c'est la seule équipe dont je parle en NBA. Et puis, il n'y a que toi pour le faire. C'est vrai. Sérieusement, comme tous les ans, les Grizzlies, on les attend jamais. À chaque fois, c'est l'équipe qu'on oublie, que les fans de NBA oublient. Tiens, les Grizzlies sont NBA, je savais même pas. Mais on a réussi à avoir déjà l'année dernière un très bon rookie qui était Jaren Jackson Jr. Oui. Qui a montré d'énormes choses l'année dernière. Et cette année, on récupère en plus Ja Morant, le deuxième numéro de draft, qui pour moi sera le rookie de l'année. C'est dit ici. Attention, je vous spoil. C'est enregistré, c'est enregistré. Pour moi, je vois l'équipe comme les Kings de l'année dernière. Ça va pas forcément finir en playoff, un peu de tout, peut-être même 11e ou 10e, mais ça va, on va en surprendre plus d'un comme tous les ans, comme à l'époque de Conley, comme à l'époque de Zach Randolph. On va en surprendre tous les ans et jouer une équipe qui va jouer vite avec un très bon coach, l'école Budenholzer, hein. Ça va jouer, ça va courir, ça va défendre et on a les armes pour. Si Guadala reste, si Dwight Howard reste, je ne pense pas à mon avis, mais on a les joueurs d'expérience et surtout on a des super jeunes qui courent et qui savent jouer, tout simplement qui savent jouer au basket. Moi, je suis un peu plus sceptique que toi. Alors, c'est une équipe que je vais suivre, hein, rien que parce que DJD, je suis un grand fan. Mais défensivement, sur le poste 1, ça va vous faire tout drôle, hein, de passer de Mike Conley à Ja Morant. C'est sûr. Parce que Ja Morant, pour l'avoir regardé un petit peu l'année dernière, j'ai regardé pour 4, 5, 6 matchs, une équipe qui est assez difficile à trouver. Il fait tout en attaque, mais par contre, il défend zéro. Hein. Il fait pas les replis, il fait pas les pré-rotations, etc. Donc, et c'est un peu un joueur qui a du mal au départ pour le tir extérieur. Il va avoir le range, hein, mais le début peut être un peu compliqué. En plus de l'arrivée de Ja Morant, c'est aussi la perte de Javon Carter en poste 1 et 2, qui lui est un vrai pitbull en défense. Il va nous faire, un peu compensé par l'arrivée de Melton. Ouais, on peut appeler ça un joueur NBA, mais je pense que ça peut valoir un Javon Carter. Oh non, Javon Carter c'est quand même élite en presse tout terrain. Bah d'ailleurs presse Virginia, c'était lui le leader. Hein. C'est Towards du forum là, il est. Virginia. En NBA, je suis pas sûr que Melton vaille beaucoup moins. Là-dessus, je te rejoins pas, mais après ça peut s'entendre. Hein. Ça peut s'entendre. Javon Carter qui est parti du côté des Kings justement, je crois. Parti aux Suns du coup. Aux Suns, et bah bien joué les Suns. Ça fait pas trop mal de
veux dire Non, ça? par contre, Non, ça non, va, mais ça moi va. ici. Par contre, il y a l'arrivée de Tyce Jones, poste 1, vraiment, qui est très talentueux aussi. Voilà, vraiment, au niveau jeune, au niveau talent, on a vraiment ce qu'il faut. On aura JJJ, même Valanciunas qui est encore très jeune au poste 5, il doit encore faire ses preuves. Mais c'est pareil, il y a du basket plein les mains. Tyce Jones, au poste 2, c'est assez faible, mais T'as les pourquoi pas Brooks. l'explosion d'un Bruno Caboclo, au poste 3, je sais pas. Mais moi j'y crois cette année, j'y crois vraiment. Et t'en penses quoi du fait Je que... crois pas tellement, personnellement. Ce qui me fait espérer, c'est énormément le coach aussi. L'arrivée de Coach Jenkins. Oh, son nom m'échappe, je crois que c'est Jenkins. Son nom, le nom c'est Taylor Jenkins, C'est je crois, le nouveau coach de Memphis. Voilà. Mais les Cowboys des Blazers, moi j'y crois vraiment à fond. Et t'en penses quoi du fait que JJJ va pas pouvoir jouer en poste 5, enfin pas beaucoup quoi. Moi j'y croyais vraiment comme un poste 5 avec la paire justement Brandon Clark qui m'excite de ouf. Et le fait qu'ils mettent Valanciunas même si c'est pas cher, hein, ça me gêne un petit peu ça. Mais toi t'en penses quoi? On en a beaucoup parlé donc avec la fanbase Grizzlies. Et sur le long terme, on voit plus Brandon Clark comme un poste 5 et JJJ comme un poste 4 à côté. Donc je sais que les tailles, par exemple, JJJ fait plus de 2m13, je crois, 2m11, 2m13, et Clark 2m5. Mais au niveau mobilité, au niveau détente, défense, lecture défensive, les deux se complètent vraiment avec JJJ en 4 et Clark en 5. Vraiment, ça va être vraiment impressionnant avec JJJ qui va pouvoir s'écarter un maximum et Clark qui va faire le protecteur d'arceau. Ouais, moi je suis vraiment très Ouais, hypé plutôt par cette l'inverse. défense. Vas-y Xarf, excuse-moi. Je vois plutôt Jaren Jackson jouer un peu le rôle de libéraux intérieur avec Clark qui plutôt suit son homme à l'extérieur, du coup plutôt le profil poste 4 ailier et Jaren Jackson au milieu de toute la défense. Non. Après avoir vu la Summer League, vraiment, ça va être Clark en poste 5, je pense. Attention à la Summer League hein, quand même, hein. C'est net. sûr. Bah, alors là je fais ma touche college boy, hein. À Gonzaga c'est vrai que Brandon Clark il a de la mobilité mais il peut pas suivre vraiment les extérieurs. Enfin, c'est quand même pas optimal quoi, donc je suis plutôt d'accord avec ce que dirait, je pense qu'il va vraiment plus stagner dans la raquette et qu'il va s'occuper des mecs un peu plus massifs parce qu'il a la verticalité pour le faire. Maintenant ce qui est intéressant surtout c'est que les deux soient très complémentaires en fait. Finalement, peu importe lequel joue 4-5, mais l'important c'est qu'ils jouent ensemble quoi. Et du coup Valanciunas il va devoir je pense s'écarter, enfin s'effacer un peu plus au fur et à mesure et peut-être être tradé finalement parce que l'avenir de Memphis, au-delà de Ja Morant, je pense que cette paire intérieure là, ça peut vraiment devenir quelque chose de bien. Il faut pas oublier quelque chose qui est très important par rapport à la draft de l'année prochaine, c'est que notre pick va sûrement revenir à Boston. Et il faut absolument pas qu'on tanque cette année. C'est un peu l'objectif qu'on avait l'année dernière. On a fait le maximum pour gagner le plus de matchs possible. Ouais, 50 victoires. Hein. Bickerstaff nous a mis un peu des bâtons dans les roues, mais cette année, ça va être un peu à l'inverse du Thunder qui va forcément chercher à tanker. Les Grizzlies ne vont pas tanker et c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière et c'est ce qu'ils vont faire cette année. Et donc, il faut pas qu'on perde de matchs. Il faut gagner un maximum de matchs cette année encore une fois. Pour pas que le pic revienne justement revienne à Boston cette année et pas l'année d'après. Ouais, vous avez pas dans une ligue autant dirigée par les extérieurs et les porteurs de balles notamment, je pense que vous allez vraiment souffrir sur ce point pour bien figurer personnellement. Avoir un développement de Ja Morant. S'il arrive à perfectionner sa défense, je sais qu'il y aura énormément de travail, mais s'il arrive à défendre un minimum, ça sera déjà fait. Alors... Même en attaque, les meneurs rookies qui arrivent propres, c'est des exceptions, c'est hyper rare. Et je vois pas comment il sera la pièce extérieure centrale. Et je vois pas comment avec une pièce extérieure comme celle-là, qui va avoir beaucoup de déchets, parce que moi je le vois avoir beaucoup de déchets au moins sa première année. Je vois pas comment tu peux réussir à être efficace en attaque. Et même si je les vois avoir une bonne défense, je pense pas que ça puisse compenser. Il va avoir énormément de ballons. C'est sûr, comme tu dis, il va avoir énormément de déchets, il va perdre beaucoup de ballons. Mais il va en avoir tellement. Et le talent qu'il a à la passe, le talent qu'il a au slashing, fait qu'il va avoir ses stacks. Ça va être une machine, ça va être la pièce maîtresse vraiment dès cette année. Avec JJJ. Ah, puis tu peux imaginer. Il n'y a pas de doute, la pièce centrale est Jaren Jackson, mais genre sans débat. C'est de loin le joueur le plus extraordinaire du roster. De sa cuvée de draft. L'année prochaine, de sa cuvée de draft. Va le dépasser. Oh non, ça j'y crois pas une seule seconde. Ça j'y moi aussi. Il a Morant, enfin. Il faut pas oublier que Triple J n'est pas un joueur offensif de base. C'est vraiment un joueur très très défensif. Je pense que même sans être un joueur offensif, ça sera un meilleur joueur offensif que Morant.
Il peut tout faire. On se rend pas compte, mais il est capable de faire énormément de choses. Il peut tout faire. Ce qu'il a montré l'année dernière, les bribes, c'est vraiment hyper encourageant. Morant, j'attends de voir, parce que je suis pas convaincu pour l'instant. Morant, déjà rien qu'à la passe, offensivement, il va nous faire tellement bien. Ce que tu peux imaginer. Je sais pas comment vous dire. Pour moi, Morant, déjà, il a un niveau en tant que meneur et en tant que star offensive que beaucoup de meneurs NBA aimeraient avoir. On en reparle dans 2 mois. On en reparlera en fin de saison. On sortira les records. Pour un petit peu boucler le tout pour Ja Morant, faut pas oublier d'une part qu'il a joué dans une conférence très faible. Moi, je suis fan du profil offensif avec un handle formidable. Il joue dans une conférence très faible, donc attention de voir un petit peu l'adaptation à un niveau vraiment NBA. Par contre, positivement parlant, c'est un joueur qui jouait à côté de gars, comme je te disais, qui avait le corps de Jared Sullinger, mais sans le basket, quoi. Vraiment, il jouait à côté de gros plots, il arrivait à les faire exister par sa passe, et il peut aussi jouer sans ballon. Il a essayé de le faire malgré les plots qu'il avait à côté, et pour la propreté à la passe, pour le coup, Tyus Jones, c'est un des mecs qui a un des meilleurs ratios. C'est pas un très fort joueur offensif, mais c'est un des gars qui a un très bon ratio assist turnover et défense. Donc tu peux avoir un peu d'espoir là-dessus. Par contre, moi je vais rejoindre Xarf. Je pense qu'ils vont être bottom de leur conférence malgré eux, malgré le fait qu'ils essayent de gagner des matchs. Ils vont être très excitants à voir jouer et je pense que dans le futur ça peut être une place forte NBA. Maintenant, je rejoins pas ton enthousiasme pour la saison prochaine. Allez voir, c'est tous les ans ça, Memphis. Souvenez-vous à l'époque Gasol, Conley, Randolph, c'était déjà ça. C'était ouais, bon, ils vont être là, ils vont être chiants à jouer. Et au final, on arrivait finale de conférence. À chaque fois, on était là. Et bah écoute, on fera notre mea culpa en podcast. Là, ça va être... On fera notre mea culpa en podcast à la fin de l'année si jamais ça arrive. Je dis pas qu'on ira en playoff du tout, mais je les vois vraiment comme des Kings l'année dernière. Avec un Djibouti avec déjà qui sera dans sa 2e saison, un Ja Morant qui va en surprendre plus d'un, Brandon Clark qui arrive. Voilà. Plus des vétérans. La différence avec les Kings, c'est peut-être qu'il va vous manquer une vraie identité. Les Kings avaient cette capacité à jouer très vite, à courir et à être tous très bons là-dedans. Je suis pas sûr que Memphis ait comme ça un style qui convienne à tout le monde. On verra Jenkins, ce qu'il vaut en NBA, mais moi j'y crois. C'est la clé là, c'est à mettre Jenkins. On va savoir comment il va gérer ses jeunes, comment il va gérer son vestiaire, même si on voit déjà sur les réseaux sociaux, Ja Morant, JDJ, c'est des jeunes avec une mentalité déjà qui sont super. Là on parle pas de gars comme Kuzma ou ce genre de personnalité, c'est vraiment des gars très posés, très calmes, qui ne pensent qu'au basket et qui pensent déjà qu'à Memphis, qu'au Grizzlies. Et cette mentalité-là, franchement, déjà j'adore. Ouais, ça c'est vrai, c'est des mecs qui ont choisi même dans leur fac, ils ont pris, Morant a pris du local alors qu'il pouvait peut-être essayer d'avoir une plus grosse fac, il est resté à Murray State, là, une petite fac, et JJJ il est parti à Michigan State, donc le Michigan c'est pas un endroit fancy, quoi, là-dessus ça c'était vrai. Mais dans tous les cas, je pense qu'on peut dire tous les trois, regardez Memphis l'année prochaine, il y a des bonnes raisons de le faire, quoi. Il y a des bonnes raisons de le faire. Ok. Et bah écoutez les gars, moi je vais conclure. Et puis comme tu m'as inspiré, tu vois, à faire le homer, je vais faire pareil. Je vais parler des Chicago Bulls pour terminer, qui sera ma bonne surprise de l'année prochaine. Mais je vais le faire de façon, je vais le faire de façon objective, moi, monsieur. Non, les Chicago Bulls l'an dernier, ils ont fait un bilan minable. Ils ont terminé 13e de leur conférence, 25e de la NBA avec l'affreux bilan de 22 victoires pour 60 défaites. Bien joué. Mais il y avait plusieurs raisons. Et la première raison que j'ai envie de vous évoquer, c'est l'instabilité. Instabilité d'une part à cause des blessures. C'est le lot de beaucoup d'équipes NBA, mais les Bulls ont eu beaucoup de blessures à différents moments de la saison sur des joueurs majeurs. Je pense à Lauri Markkanen en été, Wendell Carter Jr. en milieu, Otto Porter qui arrive et qui se blesse, Chris Dunn, etc., etc. Donc on a des joueurs qui n'ont jamais réussi à passer beaucoup de temps de jeu ensemble pour faire un petit bilan. Le 5 majeur de la saison prochaine n'aura pas joué une seule minute ensemble la saison dernière. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Instabilité qui s'est été renforcée par les transferts. Effectivement, comme je le disais, on a récupéré Otto Porter pour se débarrasser de Jabari Parker et du pauvre Bobby Portis qui avait rien demandé. On a bougé d'autres gars. On s'est enfin débarrassé de Cameron Payne Indias. Donc ça, c'est Dieu merci enfin fait.
Et dernière chose, et c'est quand même, je pense, la plus importante, c'est le fait qu'on ait bougé notre coach. On a viré Fred Hoiberg en plein milieu de saison. Après un échec sur plusieurs années, il a été remplacé par son assistant Jim Boylan, qui a pas vraiment le même profil. C'est plus un général qui aime la défense, la grosse défense. Et ça a posé au début un peu de problème dans le vestiaire. Et puis finalement, ça a été accepté quand j'adore. Qu'il aime le basket aussi. C'est ça. C'est ça. Jim Boylan, vraiment, t'as pas envie de plaisanter avec lui, quoi. Vraiment, je pense qu'en entraînement, tu dois manger des suicides à chaque fois que tu fais une petite remarque. Donc, vraiment, le gros général, quoi. Kingpin. Donc voilà, Chicago, vraiment beaucoup d'instabilité, donc ça a été compliqué. Et puis à côté de ça, tactiquement parlant, offensivement c'était nul. Next, défensivement, non, plus sérieusement, offensivement, les Bulls ils ont rien fait de bien, aucune mobilité, donc beaucoup d'ISO mais très mal faite, beaucoup de pick and roll mais à part Zach LaVine, très mal fait aussi. Une équipe avec un spacing affreux, c'est là pour les petits chiffres comme ça que j'aime bien sortir. C'est l'équipe qui a pris c'est la 26e équipe qui prend le plus de 3 points, donc vraiment tout en bas, et c'est l'équipe qui en met le moins. Donc avec un pourcentage affreux à 3 points. Bref, Chicago c'était pas une belle attaque. Et défensivement c'était pas beaucoup mieux pour d'autres raisons. Première raison, nos joueurs n'ont pas le cul basket défensif pour la consigne. Je pense à Jabari Parker qui est perdu sur un terrain de basket, Cameron Payne qui était perdu, Zach LaVine dans une certaine mesure, même si je suis moins négatif que toi, Xarf, là-dessus. Et puis... C'est catastrophique. Non, toi tu trouves qu'il saute dans toutes les feintes, moi je trouve que non. Mais si tu veux, on en revient un petit peu sur son cas après. Il y en a une sur 10 à laquelle il tombe pas dedans. Nah, je te rejoins pas là-dessus, mais si tu veux, on redéveloppe quand on parlera de Zach LaVine un petit peu en détail après. Et puis, défensivement, du coup, il y a aussi des joueurs qui sont bons dans le puits défensif, mais qui n'ont pas le physique pour suivre la consigne du coach. On sait qu'à Chicago, on demandait, c'était Boylan qui demandait ça, de monter très haut sur le porteur de balle dans le pick and roll et de revenir ensuite pour couvrir le panier. Et quand tu demandes à Robin Lopez et Cristiano Felicio de faire des courses en avant, en arrière, ils peuvent pas le tenir. Et du coup, ils finissaient campés dans la raquette, donc on communiquait pas, c'était affreux. Maintenant que j'ai fait ce bilan peu glorieux, pourquoi est-ce que je suis optimiste pour la saison prochaine ? Premièrement, cette fois-ci, stabilité. Cette fois-ci, nos joueurs ils vont revenir normalement en bonne forme. Ils ont fait les opérations et les soins nécessaires pendant l'été pour revenir à 100% saison suivante. Là, au moment où on tourne, il n'y a pas de contre-indication. Deuxièmement, le staff ne bougera pas. Boylan est allé chercher ses assistants pour justement, avec des spécificités en attaque, en défense, pour avoir un training camp le plus optimal possible. Et aussi, on ne devrait pas faire de transfert. En théorie, on devrait en faire peu, à part peut-être le cas Chris Dunn qui peut être épineux. Mais notre roster, il est quand même bien établi, donc on a toutes les clés en main pour jouer la stabilité. En attaque, on va espérer un basket plus fluide, plus aéré, et ça vient par les signatures qu'on a faites, notamment lors de la Free Agency. On en a déjà parlé lors de la première émission, mais on va prendre un Thomas Satoransky qui va apporter du spacing, du jeu sans ballon, avec ballon et puis une défense correcte. Saddiq qui va apporter ses écrans, sa défense, son leadership, et puis la capacité à créer des démarquages loin du ballon, des choses qu'on va pas forcément voir mais qui vont être hyper utiles. Et puis à la draft, on va prendre des profils similaires, on suit ça avec Kobe White, dont je trouve ressemble un peu à Thomas Satoransky dans le profil. Ça veut dire que je vais pouvoir jouer avec, mais surtout sans le ballon, que je vais pouvoir défendre correctement, et donc encore une fois aérer l'attaque. Et puis un Gafford qui va être en charge de la rim protection, c'est un mec très vertical, capable de courir et justement lui de suivre la consigne défensive. Donc voilà, Chicago, moi je vais attendre une attaque aérée, une attaque loin du ballon pour pouvoir favoriser nos deux stars. Et là, on va se rejoindre, je pense, avec Zarf, mais la pièce principale, ça doit être Lauri Markkanen l'année prochaine. Ça me paraît évident. Ouais. C'est là-dessus qu'il faut axer. Lauri, l'année dernière, il tourne en 19-9 quand même, avec 36% à 3 points. Il a montré surtout. En étant utilisé de manière catastrophique. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que l'année dernière, il a montré que c'était pas qu'un joueur en catch and shoot. Qu'il pouvait faire autre chose, qu'il avait une vraie technicité pour se rapprocher du cercle. Il avait un drag step incroyable. Il avait des moves. On se rappelle de ce buzzer beater contre le Thunder. Enfin, en tout cas, moi, je m'en rappelle avoir hurlé devant ce buzzer beater là. Mais maintenant, il va devoir justement avoir des meilleurs ballons et donc se rapprocher de façon plus efficace du cercle, arrêter de s'arrêter en mid-range et tenter des choses compliquées. Et puis il faut qu'il travaille son côté gauche qui est un côté un peu plus défaillant dans les pourcentages, on voit qu'il y a une vraie chute. Donc pour l'instant Lauri tu peux un peu l'orienter.
Et la deuxième pièce de l'attaque, c'est Zach LaVine. Effectivement, Zach LaVine qui a montré l'an dernier qu'en 1 contre 1, pour lui-même, il était indéfendable, capable de marquer partout. Il a provoqué plus de fautes qu'avant, il reprend un peu plus confiance en son corps. On sait qu'il sort d'une grosse blessure il y a quelques années. Maintenant, Zach LaVine, faut qu'il arrête là de prendre des pull-ups après 7 dribbles. Genre c'est un quart de ses tirs et c'est juste affreux. Faut vraiment qu'il arrive à jouer plus sans ballon après un démarquage et en 1-2 dribbles, je crée la différence. Et surtout l'an prochain Chicago, là-dessus je suis quasi sûr que ce sera une bonne défense. Pour moi, on a toutes les armes pour être une bonne défense. On a un coaching staff qui est axé là-dessus, on a des joueurs qui sont des bons défenseurs individuellement et collectivement, des mecs qui savent communiquer et qui peuvent respecter la consigne du coach. On a déjà vu en Summer League, on va reprendre ce truc-là d'aller trapper fort sur le porteur de balle et on a vraiment des mecs mobiles, quoi. Donc Chicago, bonne défense. Qui dit bonne défense dit une équipe qui gagne des matchs en NBA. Et moi, dans ce paysage NBA et de conférence Est assez ouvert, je les vois bien monter entre la 8e et la 10e place l'an prochain. Moi, ça fait 2 ans que j'adore le projet Bulls, vraiment. L'année dernière, j'y croyais beaucoup. Cette année, j'y crois encore plus. L'arrivée de Thad Young, l'arrivée de Kobe White, qui pour moi est un futur Six Man of the Year en puissance. Il a tout pour être ce joueur qui dynamise ton équipe en sentiment. L'arrivée de Wendell Carter Jr. qui va faire, je pense, une très bonne saison sur le moment, comme la saison rookie qui pour moi était déjà très bonne. Et il faut surtout arrêter de prendre Zach LaVine pour un franchise player, vraiment. Pour moi, c'est pas un franchise player, c'est un très très bon lieutenant. Mais par contre, Lauri Markkanen, lui, pour être un franchise player, même peut-être dès cette année, ce que j'espère vraiment. Et axer vraiment, comme vous avez dit, l'attaque sur lui et axer la défense sur Carter Jr. D'ici 2-3 saisons, les Bulls, vous êtes top 5 NBA pour moi à l'Est, avec le noyau dur que vous avez, le staff que vous avez. Et dès cette année, je vous vois aller au spot 8 de la saison Est. Alors, je précise pour les auditeurs que je ne tiens pas Red en otage chez moi, qu'il n'est pas menacé, qu'il n'est pas payé pour dire ce qu'il vient de dire. Je vous le jure. Comme ça qu'il a eu pour cette émission. Chut. On dira rien. C'est parce que Dabs, il voulait pas flatter les Bulls, donc du coup je l'ai pas invité. Non, c'est pas vrai, hein, Dabs avait des obligations familiales. Et toi, Xarf, du coup, en fan des Bulls aussi. Ouais, ben, pour moi, il faut de toute façon qu'on repense tout notre jeu. C'est-à-dire que je pense qu'on a des joueurs qui peuvent être assez extraordinaires pour exploiter des décalages. Je pense à Porter qui est énorme pour sanctionner. Lauri qui est inarrêtable s'il arrive à prendre un petit temps d'avance. Et on n'arrive pas à leur offrir ces temps d'avance. Parce que pour l'instant, le seul joueur qui était capable de le faire dans l'équipe, en plus de Markkanen, c'était LaVine. Le problème, c'est qu'il ne créait que pour lui. LaVine est correct en pick and roll, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il apprenne qu'un pick and roll, ça ne se joue pas que pour soi-même. J'ai regardé par curiosité les porteurs de balles qui en avaient joué plus par match que lui l'année dernière. On trouve Kemba, Lillard, Mitchell et Lou Williams. Et Chris Dunn. Il y a un point commun entre ces 4 joueurs, c'est qu'il n'y en a aucun qui a un intérieur correct pour jouer le pick and roll avec lui. Donc forcément, il les joue pour eux. Bon, Lillard est un peu à part avec Nurkic, mais c'est Damien Lillard. On va pas lui reprocher d'en jouer beaucoup. LaVine, il joue avec Markkanen, il joue avec Robin Lopez, il joue avec Carter Jr. Il peut pas les jouer pour lui-même parce que ces gars sont meilleurs que lui pour sanctionner pour moi. Et ça crée un gros problème parce qu'on a toute une équipe qui va, je pense, dans le même sens, dans le sens d'un jeu mobile, aéré, collectif et qui pourrait être efficace là-dessus. Et il y a LaVine qui pourrait être efficace dans le jeu, mais qui joue pas ce jeu. Et pour moi, c'est un problème dans cette équipe. En plus du fait que je suis pas d'accord avec toi, pour moi, c'est vraiment un gros boulet défensif. Il essaie de la poudre aux yeux, on le voit quand il conteste les tirs, il saute très haut, du coup on se dit quand même, il défend. Mais il est pas dans le schéma, il est en retard, il est pas concentré, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je le trouve mauvais dans ses pré-rotations et dans son aide. Par contre, je le trouve intéressant sur son porteur et je vais le trouver intéressant dans la défense loin du ballon quand il y a des switches. Ça veut dire qu'il communique avec le big loin du ballon et il le suit bien. Maintenant, quand tu demandes à Zach LaVine de venir faire une aide, effectivement, il fait une aide côté fort, qu'un côté ballon, et ça c'est dramatique en NBA. Ça ouais. Il oublie son défenseur et puis il est bon sur le ballon, oui et non. Il peut être bon sur le ballon, mais ça lui arrive aussi il lit pas toujours bien les écrans et de se faire de prendre un temps de retard énorme et de se retrouver après à devoir tout miser sur sa détente pour contester.
Sauf que même s'il saute très très haut, ça fait pas tout. Non, pour moi, il a pas l'instinct défensif. Et il compense en partie avec ses qualités physiques, mais il a pas l'instinct. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil en attaque, où on le voit, il arrive à créer des décalages de fou, parce qu'il a des qualités en 1 contre 1 assez extraordinaires. Ouais, Et il est capable à la fois de sanctionner de loin et de près. Les joueurs comme ça, normalement, ça fait un malheur. Mais le problème, c'est qu'il sent tellement mal le jeu que malgré cette capacité à créer des avantages, ben, il n'a pas tant de bonnes opportunités que ça. Et puis, il y a un truc, moi, qui me rendait fou, c'est il faut qu'il arrête de penser que parce qu'il a mis un tir à un endroit, les 5 prochains qu'il va prendre à cet endroit vont rentrer. C'est une catastrophe, ça. Je te dis, quand je regarde un petit peu dans les chiffres, c'est vraiment... ce qui me gêne, c'est ses tirs après cette dribble. Parce qu'en fait, il est efficace presque partout. Alors, il y a un manque d'efficacité près du cercle, mais ça, je l'explique parce qu'il a peur du contact. Zach LaVine, il l'évite un maximum. C'est pour ça que j'étais surpris par son nombre de fautes provoquées cette année, c'était beaucoup plus élevé. Mais c'est un mec qui essaye vraiment d'éviter le contact en l'air pour se préserver physiquement. Mais sinon, il est efficace partout, sauf quand il prend cette dribble. Et là, il est en pull-up à 30% d'efficacité avec la moitié des tirs pris mid-range. Dégueulasse. Mais sinon, il est efficace partout. Mais comme tu dis, Zach LaVine qui arrive, qui récupère le ballon, qui a à faire juste un dribble pour passer, c'est là où il est le plus fort. Le problème, c'est que LaVine est efficace partout, mais il est efficace partout pour lui. Il est, selon moi, peu efficace pour le collectif. C'est-à-dire que il est efficace dans son scoring, mais sauf que le but d'un joueur, ça doit jamais être de scorer. Ça doit être que son équipe score. Ouais. Et là-dessus, il a encore beaucoup de boulot. Ouais, bah c'était... C'est pas un franchise player, ce gars-là. Non, clairement pas. Selon moi, c'est pas un titulaire, hein. Mais bon. Non, là je te rejoins pas. Moi, je suis plus optimiste pour lui et je trouvais que c'était mieux quand il y avait Otto, Porter Junior, qui justement avec ses écrans loin du ballon créait beaucoup de décalage et LaVine avait des chiffres en augmentation et l'équipe jouait mieux à ce moment-là. Donc Otto Porter, faut se rappeler que l'année dernière, sur les 15, il joue une petite quinzaine de matchs, hein, et c'est les 15 matchs où LaVine sort des belles performances. Donc là-dessus, ce sera à voir. Et puis comme on disait, Laurie, effectivement, pièce principale. Wendell Carter, moi je le compare beaucoup à Al Horford, hein, je le faisais encore sur le forum aujourd'hui. C'est le genre de mec, c'est pas flashy, c'est pas lui qui va te mettre 20 points, mais c'est grâce à lui qu'une attaque fonctionne. Je suis complètement d'accord avec ça. Pour moi, d'ailleurs, on doit avoir plus de jeux avec les deux intérieurs. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on voit jamais Laurie partir en hand-off depuis un côté avec Carter qui lui passe le ballon? Du coup, les deux intérieurs loin de la raquette, ça serait indéfendable. Imaginez là-dessus LaVine qui a un petit décalage et l'accès au cercle. Pourquoi on l'utilise toujours en tant que porteur de balle qui soit joue l'ISO, soit va chercher un écran et joue pour lui-même? L'attaque des Bulls ne fonctionnera pas comme ça, même si lui, son attaque personnelle arrive à être efficace comme ça. Ouais, c'est ce que je disais sur le forum. Moi, je conseille là aux auditeurs qui passent, je me fais un petit peu de pub, d'aller voir. J'avais dessiné pas mal de systèmes. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Je suis pas coach pro ou voilà, mais j'avais dessiné pas mal de choses où je montrais un petit peu comment les Bulls pouvaient exister, parce que là l'audio c'est un peu compliqué, mais ouais, faut que ça joue loin du ballon, vraiment faut que ça joue loin du ballon. Les Bulls, on va se dire l'année prochaine, c'est pas hyper flashy, mais ça doit se passer très très loin quoi, du ballon. Ok. Ça bouge, faut que ça bouge, c'est sûr, et qu'il y ait du rythme. Et ça c'est un problème de Boylen qui a trop tendance à trop prendre de temps pour mettre les choses en place. L'année dernière ça a été une catastrophe sur ce point. Alors à voir après son training camp, son playbook aussi, parce qu'il a repris le playbook d'Heubergen. C'était pas ses systèmes à lui, et il a un spécialiste offensif qui arrive et qui est plutôt référencé. Là, j'ai pas son nom, mais j'en parlais avec Shango, qui est un autre fan des Bulls, et donc voilà, à voir vraiment l'attaque. Moi, je suis très confiant pour la défense. L'attaque, j'attends de voir et je suis impatient. Juste pour finir, il a peut-être repris son playbook, mais là, je parle pas des systèmes en eux-mêmes, je parle plus de la stratégie globale, où ça prenait son temps pour remonter le ballon, ça prenait son temps pour faire l'entry pass, et après, à partir du jeu au poste, d'accord, je veux bien croire que ça déroulait des systèmes qui étaient déjà en place sous Heiberg. Mais sous Heiberg, on n'avait pas ce système de autant prendre de temps pour amener la balle au poste, on mettait quasiment 15 secondes pour la donner. Là, à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Il a annoncé beaucoup au moment du recrutement des rookies. On veut de la vitesse, du 3 points, verticalité, athlétisme. C'est pour ça qu'on a pris Kobe White et qu'on a pris Daniel Gafford. On veut ramener du jeu moderne, du jeu rapide et intelligent. Donc bon, il n'y a plus qu'à, comme on dit quoi. Plus qu'à. Et ouais, on verra ça l'année prochaine. Du coup, nous, on vous conseille d'aller voir OKC, d'aller voir Memphis et d'aller voir Chicago. Et on va terminer cette émission par un petit jeu, quelque chose qu'on n'avait pas encore fait avant et je l'ai gardé secret pour mes compagnons là. Comme c'est ta première, Red, ce que je vais te proposer,
Ah ouais, t'as peur, hein. Et tu fais bien d'avoir peur, tu fais bien. Ce que je vais te proposer, c'est de me donner 3 bonnes raisons d'aller voir Memphis l'année prochaine et 3 bonnes raisons de ne pas regarder Memphis l'année prochaine. Aïe, aïe, aïe. 3 bonnes raisons. Ja Morant, la première raison. Deuxième bonne raison, la mascotte, qui est après celle des Bulls est la meilleure. Et la dernière raison, je vais jouer facile, je vais dire le duo Jaren Jackson et Brandon Clark, même si Brandon Clark n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Quand les deux seront ensemble sur le terrain, ça va être très 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 fort. Et maintenant, 3 mauvaises raisons. 3 bonnes raisons de ne pas regarder Memphis. Que vous serez seul. Parce que je pourrais même pas dire l'ambiance, parce qu'on a une super ambiance dans le FedEx. Et les 3 fans font beaucoup de bruit. Ouais. C'est vrai. Mauvaise d'Anthony Melton. Pour moi, j'y crois pas du tout à ce gars-là. C'est une deuxième raison. Et la troisième raison, ça serait parce qu'il n'y a plus Marc Gasol et Mike Conley. Ok. Moi, je pense que c'est des bonnes raisons. Bonne raison de regarder Memphis. Vu qu'ils sont plus là maintenant, il n'y a plus beaucoup de raisons. Ok, moi je rajouterais vos jerseys alternatives gris dégueulasses là. Franchement, ça c'est pas possible. Oh oui. Ça c'est Oh pas bah possible. oui, mais tellement. Voilà. J'y pensais pas. Et voilà. je pense qu'on peut couper l'émission sur les jerseys dégueulasses de Memphis. Du coup, Ils ont copié Indiana en plus. Indiana, ils ont les mêmes. Oh, c'est immonde. Ouais, exactement. Du coup, je vais remercier les auditeurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Par contre, pendant qu'on parle de jersey, ils ont prévu un jersey style Vancouver, donc rétro Vancouver, qui sera bleu ciel, avec les motifs de Vancouver. Il va être magnifique. Donc ça, c'est notre bonne raison de regarder Memphis l'année prochaine. On aura un jersey alternatif vraiment magnifique l'année prochaine. Allez, petit placement de produit pour Nike, on prend le chèque qui va avec grand plaisir. Sur ce, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, hein, malgré nos élucubrations sur nos équipes de façon pas du tout objective, bien évidemment. Moi, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, à aimer le podcast si jamais ça vous a plu, et puis surtout à venir commenter, débattre avec nous sur le forum et suivre l'info sur Basket USA. Sur ce, les gars, merci beaucoup pour votre présence. Je vous embrasse fort. À la prochaine.